Bonjour et merci à tous d'être présents ce jour pour la conférence sur le CIDO 2020, traçabilité des dispositifs médicaux, restaurer la confiance. Donc un grand bonjour aux personnes qui sont ici en présentiel et à celles qui nous écoutent à travers la plateforme audio mise en place par le CIDO cette année. Donc avant de commencer la thématique, chacun des participants va donc se présenter pour expliquer un peu quel est son métier et quelle est la thématique sur laquelle il intervient dans le cadre des medical devices, traçabilité et autres au sein des hôpitaux, pharmacies. Donc je vous propose qu'on commence de la gauche vers la droite afin de présenter les différentes sociétés. Ouais. Allez-y, C'est cette gauche-là. monsieur. Bonjour à Voilà. tous. Donc je m'appelle Guillaume Auchard, je fais partie du cabinet de conseil Quantmetry. Je dirige l'expertise série temporelle, donc on travaille principalement sur des sujets de prévision et de détection d'anomalies sur ce type de données. Et en parallèle de ça, je suis également expert en intelligence artificielle pour la Haute Autorité de Santé, où j'interviens en fait sur l'expertise de dispositifs médicaux qui embarquent de l'IA. Et vous pouvez nous retrouver aujourd'hui sur le stand W014. On pourra vous parler de ce qu'on fait en termes d'IA de confiance. On a également un petit démonstrateur dont je vous redirai 2 mots à la fin de cette conférence. Merci. Donc Emmanuel Rank, moi je suis le président fondateur de YesITIS. On est basé à Clermont-Ferrand. On est un industriel de l'IoT et fabricant d'étiquettes de traçabilité en particulier, basé essentiellement sur des technologies autour du RFID. On travaille bien sûr sur le volet traçabilité du produit avec des systèmes de sérialisation et on travaille également sur les dimensions logistiques. Alors, nous sommes basés donc aujourd'hui sur le stand E207 et nous avons également quelques démonstrateurs à disposition. On en parlera tout à l'heure. Merci. Donc, bonjour à tous, Jean-Michel Rondeau, Atos. Donc, je suis responsable solutions, valorisation et sécurisation de données. Donc Atos, beaucoup de gens connaissent, c'est un grand groupe présent dans 73 pays, je pense exactement. 110 000 personnes, 12 milliards de chiffre d'affaires. Alors on est vraiment un acteur au cœur de la transformation digitale. Et également, on est très, très, très actif sur tout ce qui est en fait, tout ce qui est donc tout l'environnement en fait informationnel, où on apporte nos contributions pour faire en sorte effectivement que les processus soient complètement sécurisés et mis en place au niveau des systèmes d'information de nos clients. Donc on a évidemment un ADN très orienté infrastructure de sécurité, et on vous présentera dans la suite là, effectivement des éléments plus précis. On est aussi partenaire en fait depuis de nombreuses années dans tout ce qui est Jeux olympiques et paralympiques autour de l'IT. Et nous sommes présents sur ce salon sur le West 105, où on expose la partie plus orientée cybersécurité. Merci, je suis Claude Vittoria, association Captronic. Nous sommes donc une association qui travaille sur les problématiques technologiques et stratégiques des entreprises autour de l'électronique et du logiciel embarqué. Je suis responsable pour la partie Auvergne-Rhône-Alpes et Sud-PACA de tout ce qui est sûreté pour le logiciel processus, amélioration de processus pour la réalisation de produits et services. Voilà, notre stand est le EST 138 sur lequel vous pouvez voir des produits sur lesquels on a aider et accompagner nos clients à mener à bien leur mission. Voilà. Donc, avant de restaurer la confiance, on va commencer par poser la problématique de la traçabilité des devices médicaux et des médicaments. Et donc, quelles sont aujourd'hui les différentes technologies qui vont permettre justement à améliorer l'utilisation de medical devices, de thérapie ou encore de délivrance du médicament au sein d'un milieu hospitalier ou non hospitalier. Voilà. Donc on va partir du médicament jusqu'à l'infrastructure cloud avec les différentes étapes que peut être l'algorithmique qui doit être mis en place. Je propose que M. Rang commence justement sur cette problématique-là. Très bien, merci. Donc c'est vrai que la traçabilité du médicament, c'est quand même très réglementé. Et, il y a quand même une dénormalisation qui existe, en tout cas en Europe.
Et c'est vrai que voilà, il faut quand même se baser sur le fait qu'il y a un code data matrix qui s'appelle le code CIP, qui permet d'avoir un minimum de traçabilité au niveau du lot, et maintenant récemment au niveau même du numéro de série de la boîte, qui a fait l'objet de nombreux projets autour de la sérialisation au niveau européen et même au niveau français. Donc c'est vrai que ça peut être assimilé à des contraintes pour les laboratoires, mais en tout cas ce sont des obligations légales, et ça permet de fait d'associer la dimension de la sérialisation à l'unité de boîte de médicaments, en lien avec une plateforme nationale qui existe et une plateforme internationale européenne qui existe également. Donc ça permet un bout de chaîne, lors de la délivrance d'un médicament en pharmacie par exemple, de compter le nombre de boîtes qui sont délivrées et d'assurer une traçabilité par ce biais, et d'assurer également des rappels de lot éventuels ou ce genre de choses. Ensuite, c'est sûr qu'un code barre, ça n'est pas forcément ultra sécurisé, mais c'est l'élément qui a fait le consensus dans les choix au niveau en particulier des différents États. Et c'est également, il faut bien le voir, côté coût, c'est-à-dire que marquer un médicament au numéro de série, c'est des investissements pour les laboratoires. Donc c'est sûr, voilà, il fallait faire des choix. Ensuite, par contre, voilà, sur des produits très spécifiques ou de grande valeur, et en particulier sur des traitements qui sont très importants, je pense aux antipalus ou au traitement du sida dans les pays, par exemple, africains, on peut voir apparaître d'autres technologies d'étiquetage, des étiquetages holographiques en particulier, des étiquetages sur des systèmes d'open detection qui permettent d'apporter plus de sécurité. Et même, on voit également apparaître des étiquetages RFID avec des numéros de série encryptés à l'intérieur des zones mémoire, ce qui apporte encore d'autres niveaux de sécurité autour de l'électronique. Donc c'est vrai que voilà, l'éventail autour en tout cas du médicament est à une première étape, et on voit que l'avenir ira forcément vers le digital, le numérique, et en tout cas une dimension électronique en proximité avec le packaging. Voilà. Merci. Alors, toute cette donnée, il faut une infrastructure pour pouvoir la stocker. Donc aujourd'hui, quels sont le type de solutions qui vont permettre de pouvoir manipuler déjà du moins de stocker avant de manipuler, d'analyser ces données? Allez-y. Oui, donc effectivement, il faut se poser la problématique donc, des menaces autour de la donnée. La donnée, elle est de plus en plus au centre des processus, d'une ère un petit peu application-centrique, donc centrée sur les applications, où il y avait un couplage très fort entre les applications et la donnée. Maintenant, la donnée est découplée un peu des applications, où de multiples applications viennent accéder à la donnée. D'où l'importance de désiloter un petit peu cette donnée au niveau des différentes branches métiers, de façon à la rendre accessible. Alors, qui dit la rendre accessible, dit évidemment aussi des vulnérabilités en termes d'accès, de savoir aussi qui a le droit de connaître cette donnée. Et donc, il faut gérer effectivement tout un processus de stockage, de mise à disposition, donc de gérer le côté producteur de la donnée et le côté consommateur de la donnée. Et c'est là nous on intervient en tant que effectivement acteur des systèmes d'information. On intervient sur toute cette chaîne de traitement de la donnée, donc du stockage. Alors quand on dit stockage, effectivement ça couvre différents types de stockage. Il peut y avoir du stockage orienté avec un accès rapide, de façon à pouvoir avoir de la donnée en mode quasi temps réel. Mais aussi, on peut aussi vouloir stocker de la donnée, l'archiver, pouvoir avoir accès pour faire effectivement des recherches particulières suite à des demandes issues des différents métiers. Donc, il faut aussi pouvoir l'archiver. Et donc, on a différents tiers en fait dans la gestion de cette donnée, avec des coûts associés. On en parlera, je pense, tout à l'heure, mais qui sont assez importants. Donc, on peut pas mettre toute la donnée en mode accès rapide, puisque ça reviendrait à des budgets énormes. Donc voilà, il faut vraiment jouer sur cette cartographie et cycle de vie associé à la donnée.
Et ensuite, on va gérer, en tant qu'acteur de la sécurité, effectivement, toute la partie accès avec la gestion des identités. Donc là, on a une suite de gestion de certificats idénomiques donc, qui permet justement de gérer toutes les PKI. Qui dit donc accès de données, donc ensuite, il faut savoir effectivement la protéger, faire une traçabilité au niveau donc, des espaces de travail. Donc là, on va utiliser, nous, mettre à disposition de nos clients une suite qui s'appelle Evidian, dans tout ce qui est gestion des identités et gestion des accès, une traçabilité, et on va jusqu'à mettre en place dans les systèmes d'information, en étant le moins intrusif possible, un genre d'appliance de chiffrement. Donc c'est les offres Trustway chez nous, les offres Horus, qui permettent donc de garantir en fait à la fois cette traçabilité et cette intégrité et non d'intrusion ou détection d'intrusion autour de la donnée. Très bien. Et donc, Guillaume, chez Quantimétrie, toute cette donnée, après, comment on fait pour arriver à la travailler, pour en détecter une possibilité d'innovation, que ce soit pour le patient ou pour un laboratoire? Alors, je dirais que ces données, effectivement, elles sont utilisées de plus en plus aujourd'hui dans des dispositifs médicaux qui vont intégrer de l'intelligence artificielle. Et donc, pour recréer de la confiance, en fait, il y a un vrai triptyque d'acteurs qu'il faut considérer. Le premier, c'est les autorités réglementaires, comme la HAS ou la Sécurité sociale, qui a besoin d'être convaincue que ce dispositif médical a un bénéfice pour le patient et du coup pourrait être pris en charge par la solidarité nationale. Le deuxième, ça va être les praticiens, ceux qui vont, les médecins en fait, ceux qui vont finalement utiliser ces dispositifs et les décisions qui sont prises par ces dispositifs pour pouvoir soigner les patients. Et puis je viens de le citer, du coup, le dernier acteur, c'est le patient qui a besoin d'explicabilité, qui a besoin de confiance autour du dispositif automatisé qu'il utilise. Et au-delà des données, on va en reparler tout à l'heure sur le traitement, la vérification, les dérives de données et puis la gouvernance autour de la donnée. Il y a toute la partie algorithmique sur laquelle il faut rassurer, il faut pouvoir auditer. Alors il y a une initiative qui a été lancée l'année dernière à travers une contribution publique de la Haute Autorité de Santé qui a appelé en fait les experts et puis n'importe qui en fait à se positionner, à donner son avis sur une grille d'évaluation des dispositifs médicaux qui embarquent de l'intelligence artificielle où finalement la HAS met à disposition cette grille des demandeurs. Tout simplement, qu'est-ce qu'on leur demande à ces demandeurs, ceux qui font la demande de prise en charge de dispositifs médicaux? Tout simplement d'ouvrir le capot et de dire clairement qu'est-ce qui se passe d'un point de vue algorithmique, quelles sont les données qui sont utilisées, comment elles sont traitées, est-ce qu'elles sont représentatives d'une population cible, etc. Également, la résilience du système est abordée. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une mauvaise prise de décision, si mes données dérivent, si mon algorithme, la performance de mon algorithme dérive autour du temps. Et donc avec une grosse question effectivement au niveau du cycle de vie des données, mais également au niveau du cycle de vie du modèle, avec tous les outils de monitoring, etc., qu'il faut pouvoir mettre en place. Cette grille d'évaluation, c'est une initiative française qui est assez intéressante puisque, à la connaissance de la présidente de la commission d'évaluation des dispositifs médicaux, donc qui est, on n'a pas en fait d'initiative identique en Europe, et on retrouve en fait ce genre de cette avance en fait sur l'innovation médicale et l'embarquement de l'intelligence artificielle. On retrouve un petit peu cette avance aux États-Unis avec la FDA, donc l'autorité réglementaire américaine, qui a mis en place déjà un cadre. Mais voilà, je pense que c'est important de le souligner qu'en France, on essaye vraiment d'accélérer maintenant l'innovation pour que ces deux mondes se rencontrent, à la fois le monde de l'intelligence artificielle et le monde du médical, et faire en sorte que voilà, ces dispositifs médicaux arrivent plus rapidement sur le marché pour le bénéfice des patients. Ok, merci. Vous avez tous les trois évoqué une problématique de coût. Est-ce que vous pouvez donner des ordres de grandeur sur une certaine problématique, typiquement pour pouvoir faire une analyse bénéfice-patient dans le cadre d'une étude clinique, la mise en place d'une traçabilité d'un médicament qui partirait d'une usine située en Europe et qui irait en Afrique, typiquement, ou pour des quantités de données qui devraient être stockées puis réutilisées. Est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée à les personnes qui sont présentes et celles qui nous écoutent, s'il vous plaît? Je vais commencer. C'est vrai que bon, voilà, si on reste sur la dimension de traitement et donc de médicaments,
c'est sûr que la notion de marquage, elle a un impact direct sur les lignes d'assemblage ou d'emballage des laboratoires. Donc c'est sûr que voilà, ce sont des investissements qui sont assez lourds sur les systèmes de marquage qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et bon, après, c'est mutualisé bien sûr sur l'ensemble des gammes de produits. Mais ce qui est important, c'est que voilà, ces étiquetages ensuite, eh ben, ils sont de différents ordres. Vous avez de l'étiquetage simple code barre qui n'a pas trop d'impact. Vous pouvez avoir des étiquetages complexes à open detection avec par exemple des reconnaissances holographiques ou des systèmes d'open detection électronique. Et là, ben, voilà, le prix par boîte peut vite grimper entre 12 et 50 centimes la boîte, par exemple. Donc c'est réservé, voilà, à ce stade à quelques élites de produits, on va dire. Mais nous, on a un cas concret, par exemple, sur voilà, les antipalus en Côte d'Ivoire, avec un programme qui a été traité par la sécurité sociale locale, où on a voulu voilà, apporter un savoir-faire sur des éléments de sécurité complémentaires à un code barre classique pour garantir aux patients la certitude que ce produit venait bien du bon laboratoire et on avait une certification complémentaire. Mais ça passe aussi par cette dimension d'identité numérique certifiée qu'a évoqué mon collègue, d'autre part, des systèmes idinomiques par exemple ou équivalents. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, là, moi, je donnerais un autre exemple, en fait, où on a toujours, de toute façon, un compromis à faire entre la précision qu'on veut obtenir sur l'information, en fait, en termes de maladie, par exemple, la précision sur le diagnostic, et puis aussi le niveau de sécurité en fonction des risques associés. Là, je connais assez bien le domaine et le projet France Médecine Génomique, par exemple, qui a comme objectif de mettre en place dans des clusters régionaux en fait, des plateformes de séquençage. On est, nous, Atos, positionnés sur une de ces plateformes, de ces clusters en Auvergne-Rhône-Alpes, donc dans la région ici même. Et on tourne autour des budgets, mais ça prend en compte toute la partie, bien sûr, IT, mais aussi de la partie organisation, administration, gestion des indications en fait, pour qu'un patient soit effectivement séquencé. On est autour de 15 millions d'euros. Et la partie IT représente à peine la moitié, en fait. Donc, il faut bien voir que c'est un sous-ensemble, en fait. Et la partie IT va prendre en compte la partie calcul haute performance. Là, je parlais de précision dans l'information. C'est comme la météo, par exemple, où on équipe aussi la météo avec des calculateurs. Bon, ben, c'est un niveau de précision qui va être, au fil des années et au fil de la puissance qu'on peut obtenir sur nos machines et aussi en termes de qualité de processus, on va améliorer cette précision. Donc là, ça demande effectivement pas mal d'efforts à tous les niveaux. Et puis l'aspect sécurité, je vais revenir sur les aspects effectivement protection de bout en bout. Donc ça donne un ordre d'idée, effectivement, à l'échelon national. Très bien. Et en termes justement d'amélioration pour des études cliniques sur l'exploitation des données, vous avez un cas de figure chez Contrimétrie à nous donner par exemple? Moi, je peux vous parler effectivement de l'évaluation d'un dispositif médical pour. En fait, c'est une pompe à insuline connectée. Donc, ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que finalement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui bricolent en fait leur pompe à insuline, puisque ces patients se connaissent très très bien et finalement mettent en place des protocoles où voilà, ils manipulent eux-mêmes leur dispositif. Et ça, c'est assez inquiétant d'un point de vue santé, puisque il n'y a pas vraiment de contrôle. Donc sur ce dispositif médical qui a été auditionné, évalué par la HAS, ce qui est très intéressant de voir, c'est que finalement, on propose ce dispositif, en fait, il propose deux choses. Un premier algorithme qui va être un algorithme basé sur des algorithmes génétiques, donc évolutionnaires, qui finalement s'adapte aux patients et propose la bonne dose à mettre, la bonne dose d'insuline à injecter. Et ce qui est intéressant aussi sur ce dispositif, c'est de voir que la résilience est pensée via un système expert.
Donc là, c'est en cas de dérive, si le résultat de l'algo est en dehors d'une fenêtre de tir, eh bien, il y a un autre algorithme qui prend le relais. Celui-ci, il est basé en fait sur des décisions, un algorithme expert, c'est une somme de oui/non, en fait, un arbre de décision qui est validé par des médecins et dont la zone est très connue et où le terrain est relativement safe. Donc c'est intéressant finalement de voir que il y a une sorte dans ces dispositifs, il y a une sorte de sécurité qui est mise en place, et ça va être finalement c'est ça qui rassure aussi à la fois les praticiens, les patients et les autorités réglementaires, de savoir qu'il y a des garde-fous, et ça peut rassurer maintenant ces patients pour éviter qu'ils bricolent eux-mêmes et choisissent de modifier en fait les quantités qu'ils s'injectent. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet exemple-là. Merci. Donc on voit que la législation évolue, que ce soit pour éviter les médicaments contrefaits, pour pouvoir s'assurer que les patients se délivrent les bonnes doses, notamment dans le cadre des antidouleurs, des opioïdes, donc ils se les délivrent bien à eux et qu'il n'y a pas de revente de ce type de médicaments. Donc c'est pour ça que l'Europe a investi dans une norme et est prêt à mettre de l'argent sur la table. Mais quand d'un autre côté, on voit qu'on est en train de généraliser le dossier de santé, on sent bien que les personnes, les particuliers, nous tous avons quelques freins, une défiance vis-à-vis de qu'est-ce que vont devenir ces données. Donc là, on est pile poil dans restaurer la confiance. Donc aujourd'hui, comment ces données vont pouvoir améliorer la pratique et quelque part inciter nous tous à donner ces médicaments, accepter qu'on sache qui et pourquoi on utilise quel type de médicament, par exemple. Oui, je peux répondre. Donc, ce qui est intéressant sur ce point de vue pour restaurer la confiance, je pense que, en tout cas d'un point de vue quand on utilise un algorithme dans un dispositif médical, c'est de pouvoir expliquer les décisions. Donc il y a tout un tas de techniques d'explicabilité pour pouvoir expliquer les résultats d'un arbre de décision ou d'un réseau de neurones. Donc ça, c'est un bénéfice à la fois pour le praticien, mais aussi pour le patient, puisque le praticien, ça lui indique, en fait, ça le conforte dans sa prise de décision, et pour le patient, ça lui permet aussi de comprendre ce qui se passe et pourquoi l'algo donne cette décision-là. Sur les datas, en fait, il y a quelque chose qui est très intéressant aussi à souligner, c'est le fait que on a vraiment besoin de connaître en fait quelles ont été les données qui ont été utilisées pour l'entraînement de l'algorithme et pour son évaluation, puisque finalement on doit vérifier que la population cible qui va être bénéficiaire de ce dispositif a des caractéristiques similaires à la population qui a été utilisée pour l'entraînement et la validation de l'algorithme. Et ça, c'est une question qui n'est pas forcément évidente à trancher lorsque on a des comportements, enfin des réactions du patient qui peuvent être différents en fonction de son origine géographique, de son ethnie, de son patrimoine génétique. Et tout ça, c'est à vérifier avant de pouvoir se dire qu'on va scaler le dispositif médical à une population entière. Oui, juste dans cette dynamique effectivement du rôle de l'IA dans ces démarches, c'est vrai qu'il est essentiel aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui observent un petit peu comment se comporte l'IA et quel degré de maturité et de confiance on peut lui accorder et appliquer notamment au domaine de la santé. Et moi, je pense qu'on est un petit peu dans le même stade où, à l'époque de la simulation des simulateurs dans le domaine de manufacturing, où on se posait beaucoup de questions par rapport à l'exactitude sur les simulateurs. Et au fil du temps, il a fallu effectivement rassurer et puis rendre explicable toute la dynamique autour du simulateur. Et donc autour de l'IA, c'est un peu la même chose. Il faut rendre explicable et accessible aux différents opérateurs et aux différents utilisateurs, patients dans le domaine de la santé, expliquer exactement tout le raisonnement qui a abouti à
à tel élément de décision. Et donc, autour de la donnée, aujourd'hui, on a des mécanismes qui permettent aussi de rassurer enfin, tous les différents acteurs, hein, notamment, je pense, aux aspects blockchain, par exemple, qui permettent de faire une gouvernance un peu décentralisée, en fait, distribuée, et qui permettent donc à chaque acteur de la chaîne de confiance d'avoir tous les éléments pour valider ou rejeter telle ou telle demande. Là, on a un exemple, on a fait des démarches avec un labo pharmaceutique bien connu en France, qui était sur la traçabilité autour des vaccins, donc entre la production de vaccins, pouvoir authentifier le producteur, pouvoir authentifier l'organisme qui réceptionne ces vaccins, donc la pharmacie, jusqu'au patient. Et donc tout ça, peut se faire effectivement de manière complètement distribuée, sans qu'il y ait d'autorité humaine présente à chaque stade, à chaque passage en fait, sur la chaîne de traitement. Et je reviens juste par rapport, effectivement, parce que le coût revient systématiquement par rapport à tous ces systèmes. Il ne faut pas oublier que, par exemple, dans le domaine génomique que je mentionnais tout à l'heure, le retour sur investissement, le ROI, peut se voir aussi par rapport aux bénéfices ou au manque en dépenses que va effectuer la sécurité sociale. C'est-à-dire de pouvoir faire du préventif, pouvoir faire effectivement anticiper un petit peu certaines causes et certaines maladies, va permettre à la sécurité sociale effectivement d'avoir moins de dépenses à réaliser. Très bien. Je rajouterais peut-être, par rapport à ces notions quand même de confiance, il faut quand même rappeler qu'il y a quand même des autorités réglementaires, en particulier sur les essais cliniques, et de toute façon des consentements de patients qui prennent le relais, et avec, je pense, des attachés de recherche clinique qui aussi ont un travail, je pense, de terrain, en lien avec les laboratoires ou les fabricants, pour s'assurer, voilà, que tout ce processus est bien réglementé, est conforme à la réglementation, et donc peut être délivré en toute confiance. Je pense qu'on a quand même cette chance-là en Europe. Tout à fait. Et les nouvelles technologies vont sans doute aussi amener une confiance, notamment par exemple pour la chaîne du froid, comme vous m'expliquiez. Oui, voilà. Donc c'est vrai que nous, voilà, on travaille également des volets d'objets actifs. Donc on parlait traçabilité, étiquette RFID, mais on a aussi ce volet de mesure, c'est-à-dire que voilà, pendant une chaîne logistique, par exemple sur le vaccin, on va être capable de fabriquer une étiquette active de type data logger qui va mesurer le comportement de température et d'humidité sur un trajet, avec une garantie de non-dépassement de seuil, par exemple, sur un trajet de transport pour un vaccin. Donc voilà, il y a des garanties complémentaires qui se rajoutent, et ça ajoute ce sentiment de sécurité et surtout le sentiment de pouvoir vérifier, c'est-à-dire que sur l'étiquette, je vais pouvoir constater que la boîte n'a pas subi une température excessive pendant son trajet, ou avant l'ouverture en tout cas. Voilà. Un dernier point sur justement cette nécessité de confiance et de renforcer. Tout à l'heure, vous parliez de génomique. Mon génome contient toutes mes maladies futures et à venir. J'ai peut-être pas envie qu'elles se retrouvent n'importe où, que ces données soient échangées n'importe comment. Quelles seront les solutions en tant qu'hébergeur de solutions big data sur lesquelles vous appuyez et étayez en plus de l'éthique? Oui, alors tout à fait. Ça, c'est un point essentiel justement dans cette optimisation des coûts et également de répartition des responsabilités. On voit bien que les CHU, les GHT, les groupements hospitaliers, leur métier, c'est quand même autour de la santé et pas autour de l'IT. Donc, il y avait quand même quelques freins jusqu'à tout récemment, mais maintenant, de plus en plus, cette partie IT est confiée à des acteurs experts et au cœur des systèmes, comme Atos, pour pouvoir gérer justement la donnée et gérer les processus autour de cette donnée et rendre accessible après aux gens du métier, donc aux médecins, aux chercheurs, etc., l'information. Et on est passé, effectivement, on passe maintenant par le cloud. Alors c'est du cloud de type privé, hybride. On ne va pas mettre les données de nos patients n'importe où, mais c'est sécurisé, et on a
pour cette sécurisation, en fait, on s'appuie sur des normes qui existent, la norme HDS par exemple. Donc, un hébergeur doit être accrédité hébergeur des données de santé. Il y a 7 niveaux en fait d'accréditation, hein, de l'infrastructure jusqu'aux procédures d'exploitation et d'administration. Et typiquement dans le domaine France Génomique, pour Auvergne-Rhône-Alpes, on a un hébergeur en fait privé qui est certifié sur ces différents niveaux d'action, hein, de tâches, qui permet de soulager en fait tout le corps médical pour justement se concentrer vraiment sur l'analyse du génome, tout en étant rassuré le fait que tout est tracé, que tout est audité dans les normes prescrites par les hautes autorités françaises et européennes. Très bien, merci. Donc toute cette donnée qui va servir à la fois à faire du traitement, à choisir les futures thérapies, améliorer les thérapies par individu, comment aujourd'hui on arrive à qualifier, quantifier quelque part sa pertinence? Comment on peut s'assurer qu'elle est bien correcte et qu'on n'a pas quelque part une inversion entre les patients et autres? Comment on arrive à faire à la fois la traçabilité du médicament, d'une thérapie, et à la fois la traçabilité de cette donnée? Alors, sur la traçabilité de la donnée, c'est un vrai enjeu de gouvernance en termes de qualité et en termes de description, de connaître en fait sa donnée. Sur la qualité, on peut réaliser des tests sur les données, vérifier par exemple que les distributions qu'on reçoit sur tel groupe de patients, sur tel patient, correspond bien aux distributions d'entraînement et du coup de l'algo, et du coup qu'on n'aura pas de dérive, qu'il n'y a pas de biais dans la donnée d'entrée. On peut aussi mettre des tests, des garde-fous pour essayer de vérifier si en cas de saisie manuelle de données, s'il n'y a pas une erreur. Par exemple, qu'est-ce qui se passerait dans l'algorithme si on rentrerait par erreur une quantité déclarative avec un facteur 10, ou s'il y a une défaillance de capteur. Donc on peut mettre des tests pour vérifier qu'en entrée du système, eh bien, tout est correct. Sur la gouvernance de la donnée, comme je disais, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu et c'est dans la construction du Health Data Hub qui est en train de se faire. Je pense que c'est vraiment un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des données de santé un peu partout qui sont éparpillées dans les différents hôpitaux. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des radiographies pour identifier, par exemple, le cancer du poumon. Vous avez dans tous les hôpitaux de France ces radiographies avec des poumons sains et puis des poumons qui sont diagnostiqués à plusieurs états de la maladie. Elles sont complètement silotées aujourd'hui, et du coup la question c'est demain comment on fait en fait pour faire remonter toutes ces données dans un système où en fait ces données sont cartographiées, sont connues, on a les labels qui sont homogènes, exacts, pour pouvoir bénéficier en fait de cette quantité de données, de ce vrai big data qui permet d'entraîner des intelligences artificielles vraiment performantes. Alors certes, on peut faire de la data augmentation quand on n'a pas beaucoup de données. On peut faire aussi du transfer learning, mais la donnée est là. Il suffit juste de la rassembler et de la mettre en qualité. Et je pense que vraiment, avant de parler de performance algorithmique, etc., il y a un vrai enjeu au niveau de la gouvernance sur la mise en qualité, la connaissance des données qu'on a. Merci. Quelqu'un veut rajouter? Oui, en quelques mots, on en revient effectivement sur cette gouvernance, sur la gestion en fait, des nouveaux entrepôts de données de type data lake, où on a voulu faire du data lake à un moment donné pour pouvoir avoir le maximum de données et pouvoir avoir des historiques de données sans forcément se concentrer sur comment on allait organiser cette donnée. Et ça devient vite un entrepôt qui devient ingérable en fait. Et donc il est absolument essentiel de bien maîtriser au départ, de par la gouvernance qu'on va associer au niveau des processus, de bien déterminer quel type de données on stocke et quel type de vue on va créer pour les consommateurs derrière qui vont venir justement exploiter cette donnée. Et donc, il est essentiel d'avoir cette chaîne de traitement complètement maîtrisée et sensibilisée au niveau des acteurs, des entreprises. Et d'un point de vue du médicament, parce que là, les médicaments, c'est par millions de boîtes que ça va être traité par semaine. Aujourd'hui, vous avez des conseils pour les sociétés qui voudraient commencer justement à faire de la traçabilité, déjà à leur niveau, à eux, sans vouloir rentrer dans ce que propose l'Europe? Bon, de toute façon, voilà, d'un point de vue réglementaire, ils sont contraints par le réglementaire. Donc, déjà, ce sont les premières étapes. Après, il faut toujours se dire que voilà, ajouter ce type
de contraintes de traçabilité imposent des investissements aussi, on l'a rappelé tout à l'heure. Donc, ils le feront aussi en ayant voilà, une dimension de ROI qui est intéressante pour eux ou de service vis-à-vis des patients. On a beaucoup vu, nous, la dimension de service aussi, qui était de plus en plus présente. C'est-à-dire, en gros, je vais pouvoir non seulement avoir un numéro de série, donc garantir une traçabilité, mais également accéder à une notice peut-être plus claire que la notice que vous avez papier, qui est, on le concède tous, illisible. Et derrière, accéder également à des conseils de posologie, voilà, de différents ordres. Donc là aussi, il y a une voie où je pense qu'il y a une voie d'avenir sur le fait de dire on va associer à la traçabilité au numéro de série une dimension de service qui va être assez importante. Très bien. Il me reste quelques minutes avant de faire le tour de table pour clôturer cette table ronde. Je vais pouvoir prendre une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient souhaiter poser des questions à nos trois intervenants aujourd'hui? Oui, eh ben allez. C'est dans le même coin, c'est plus facile pour moi. Eh ben, allez-y. Alors juste, je donne peut-être notre position par rapport notamment, je pense encore au domaine génomique. Hein. On a la réglementation nous impose justement à documenter ce cas de figure de façon à pouvoir remonter effectivement, à faire les déclarations nécessaires pour bien cerner effectivement à quel niveau est la fuite, quelle est l'importance, le périmètre associé quoi, derrière et quel type d'action doit être prise dans ces cas de figure. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est des choses qui sont tracées dès le début en fait, de la mise en œuvre d'un tel projet, de façon à être réglementaire par rapport au RGPD, notamment au niveau européen. Très bien. Merci. J'aurais une question, j'aurais aimé avoir votre point de vue sur la gestion de la procédure de certification des DM embarquant de l'intelligence artificielle. La certification des DM, jusqu'alors, elle est donnée pour des fonctionnalités définies et des spécifications associées et qui sont figées. Et si le produit est amené à avoir une évolution, il repasse par une procédure de certification. Or, sur les technologies numériques, on est sur des cycles produits qui sont beaucoup plus courts et rapides que les DM historiques. Et de ma compréhension, en France, on est plutôt sur une approche de valider une certification pour un état de fonctionnement de la partie analyse de données. Vous avez mentionné la FDA qui, elle, est plus sur une approche dynamique, enfin de la gestion de la dynamique de l'évolution en fait, de la composante IA, et ce qui crée en fait un décalage compétitif entre des solutions qui seraient développées aux États-Unis versus des solutions qui seraient développées en France. Voilà, je voulais avoir votre point de vue sur cet enjeu. Merci. C'est une remarque qui est très pertinente. Je pense qu'effectivement, cette année, là, la Haute Autorité de Santé a voulu vraiment combler le retard qu'on avait par rapport à la réglementation américaine. Aujourd'hui, on est plutôt dans un état initial de certification, comme vous le soulignez. On ne s'est pas encore posé la question de comment on va faire pour gérer ces mises à jour. En tout cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé, enfin la commission qui valide les DM, avait beaucoup de difficultés à évaluer ce qu'il y avait sous le capot. Et donc, à l'aide de cette grille d'évaluation, finalement, ça permet de rentrer dans un cadre qui va vraiment accélérer ces procédures. Donc moi, ce que j'espère à l'avenir, c'est qu'on ait finalement une procédure simplifiée et beaucoup plus rapide pour aller vers une certification dynamique en cas de mise à jour. Autre point, pour avoir fait l'expertise d'un dossier où il n'y avait pas du tout encore ce cadre, et donc du coup j'ai contribué à le mettre en place, c'est très difficile de trouver en fait dans la documentation qui est fournie par le demandeur
des informations sur le versionnage de l'algorithme, mais finalement les résultats d'évaluation, ils correspondent à quelle version? Est-ce qu'entre-temps, la version qui va être commercialisée, elle est vraiment, les résultats que je regarde au moment de l'évaluation, est-ce que ça colle vraiment à la version qui va être mise en production? Donc c'est une vraie question, c'est un enjeu, et j'espère que grâce à ce premier framework qui a été mis en place, on va arriver à aller encore plus vite. Merci. Il est temps pour moi de conclure cette table ronde sur traçabilité des dispositifs médicaux, restaurer la confiance. J'espère que vous avez eu tout un tas de réponses à vos questions. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir aller sur les différents stands, interroger les patients. Donc, je souhaite finir par évidemment un tour de table. Donc, qu'est-ce que vous voulez rajouter en dernier mot pour conclure cette table? Allez-y, Jean-Michel, s'il vous plaît. Oui, donc rapidement, hein. Il faut voir donc notre entreprise, là, Atos, comme un peu comme un architecte de confiance en fait, sur tout le système d'information et la transformation digitale. Un exemple, c'est ce que nous a confié le GIE Sésame Vital, hein, d'équiper tous les professionnels de santé au niveau de dispositifs qui permettent de faire le rapprochement entre la carte vitale d'un patient et son dossier associé pour les médecins en fait. Donc on a équipé plus de, je pense, 80 000 bornes actuellement et ça prend en compte toute la suite de produits en fait que j'ai mentionné tout à l'heure, hein, des certificats, de la gestion des certificats d'identité jusqu'à toute la partie chiffrement et mise en place des transmissions, jusqu'à la télétransmission en fait vers les mutuelles notamment, et qu'on est capable aussi de s'intégrer avec différents acteurs, notamment on en parlait de l'IoT, de la sécurité, donc on peut s'intégrer avec des gestionnaires de flotte d'objets connectés. Ça c'est important effectivement dans toute la gouvernance globale des systèmes, et puis aussi donc des différents acteurs du cloud comme mentionné tout à l'heure, et qu'enfin notre écosystème s'élargit, hein. Récemment, enfin Atos, vous avez peut-être vu dans la presse, on a entamé aussi des négociations avec une entité qui s'appelle Digital Security, qui est présente ici côté Est, je pense, j'en suis sûr, même sur le salon, et qui nous permet donc d'être renforcés avec des consultants sur toute la partie justement qui est appelée à un très bel avenir, hein, tout ce qui est IoT avec la 5G et la sécurité associée. Merci. Donc W105, West 105 sur notre stand pour voir plus en détail notre gamme produit. Merci. Emmanuel? Donc voilà, moi je suis plus, on va dire, proche de l'objet ou proche du terrain, en utilisant les services digitaux. Et c'est vraiment le fait d'être en capacité d'apporter des solutions de traçage sur le terrain, y compris sur le volet logistique, d'avoir je dirais une interopérabilité avec justement les systèmes qui permettent de gérer à la fois la production mais aussi la délivrance des produits. Ce qu'il faut bien voir, c'est l'élément essentiel, c'est bien la gouvernance de l'identité numérique des objets. Donc voilà cette notion de PKI qu'on a évoquée tout à l'heure. Et puis c'est vrai que nous, on a bien sûr le territoire européen, mais à l'échelle mondiale, il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de faux médicaments, et en particulier en Afrique. Et le fait de pouvoir, nous, en tout cas, apporter une pierre et les aider dans ce combat, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Guillaume? Oui, donc je le disais en introduction, Quantmetry, c'est un cabinet de conseil spécialisé en intelligence artificielle. Donc si vous voulez savoir un petit peu plus comment on accompagne nos clients, comme par exemple Dassault, Servier, sur de l'idéation en fait de leur cas d'usage jusqu'à la mise en production, à l'aide de nos compétences en conseil stratégique, mais également en conseil opérationnel, parce qu'on est des doueurs, on code, on réalise en fait les projets d'IA. Venez nous voir sur le stand W014. Je pourrais également vous parler de notre offre IA de confiance, donc, qui repose en fait sur le rapport de la Commission européenne sur le Trustworthy AI, où on a mis en place en fait un cadre d'audit, donc QM Auditor, donc qui se base qui audite en fait vos algorithmes et vos dispositifs sur la base réglementaire, technique et éthique. Mais également, on a des outils sur étagère, comme par exemple QM Explainer, qui permettent de mettre de l'interprétabilité sur des algorithmes d'IA, et également QM Drift, qui permet en fait de monitorer la performance de ces systèmes. Voilà, donc n'hésitez pas, W014, je serais ravi de continuer à échanger avec vous. Merci beaucoup. Également pour ma part, je vous invite sur le stand E138 à venir voir
un pulvérisateur nasal sur lequel on a intégré de l'électronique pour garantir la bonne délivrance d'un médicament. Donc voir ce qu'on peut faire au niveau valeur ajoutée sur un container qui est relativement basique en temps normal. Donc voilà. Il me reste à tous à vous remercier, à vous souhaiter un très bon SIDO 2020 et encore merci pour les participants d'avoir animé cette table ronde. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.